Commencer. On va aujourd'hui faire un cours sur l'incompatibilité Rhesus. Il y a l'incompatibilité Rhesus et il y a l'iso-immunisation Rhesus. Donc, c'est quoi l'incompatibilité Rhesus? L'incompatibilité Rhesus, c'est-à-dire lorsque la maman, elle est de Rhesus négatif, donc petit d, le schéma génétique, et le mari est positif, soit homozygote grand D, ou bien grand D, petit d. Ça, c'est une incompatibilité Rhesus. Ils n'ont pas le même Rhesus, donc peut-être que ça peut poser des problèmes. Mais ça ne veut pas dire qu'une femme de Rhesus négatif doit éviter d'épouser un homme Rhesus positif. Non. Les grossesses sont possibles, mais il y a des mesures de prévention qu'il faut faire que nous allons voir tout à l'heure. C'est ça l'incompatibilité Rhesus. Donc l'incompatibilité Rhesus, c'est lorsque la maman est de Rhesus négatif, petit d, et lorsque le mari, le père, est de Rhesus positif, soit homozygote, grand D, ou bien hétérozygote, grand D, petit d. C'est quoi l'iso-immunisation Rhesus? Là, c'est différent. C'est lorsqu'il y a une atteinte fœtale. Et on va voir c'est quoi cette atteinte fœtale. Alors, l'iso-immunisation Rhesus, elle n'est pas très fréquente. On constate qu'il y a 3 cas d'iso-immunisation Rhesus sur 1000 grossesses. Donc, ce n'est pas très fréquent. Alors, ces iso-immunisations sont à 75% Rhesus, dû au gène grand D, et les 25% autres sont dus dans d'autres systèmes. Donc, dans 25%, c'est les autres systèmes. Alors, comment ça se passe, cette iso-immunisation? Attendez une minute. Non. Alors, écoutez-moi les étudiants. Excusez-moi les étudiants, vous attendez un peu. Donc, le facteur immunisant, le problème de cette immunisation, c'est le passage des globules rouges fœtaux dans la circulation maternelle. Donc, c'est lorsqu'il y a un passage des hématies fœtales, généralement, donc, de Rhesus, passage des hématies fœtales dans la circulation maternelle. Donc, lorsque ces hématies fœtales sont de Rhesus négatif et la mère de Rhesus, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il y a passage d'hématies fœtales Rhesus positif dans la circulation maternelle, là, il y a un problème. Il y a un problème. Alors, le mécanisme de l'iso-immunisation. Alors, vous savez, il y a plusieurs systèmes et nous avons le système Rhesus. C'est quoi le système Rhesus? C'est un système génétique qui est indépendant des autres systèmes qu'on appelle les groupes A, B, O, ou bien quel est le système Dufy. Alors, le système Rhesus, comme vous le savez, il est porté par le chromosome numéro 1 et il comprend 6 gènes ALEN. A, 2 N, E, L, E, S. 6 gènes ALEN qui sont grand D, petit d, grand C, petit c,
et grand E, petit e. Et le groupe Rhésus, de l'autre côté, le groupe Rhésus standard est déterminé par le grand D. Donc, grand D, c'est RH+, et petit d, c'est RH-, RH négatif. Ça, c'est du point de vue génétique. Maintenant, qu'est-ce que c'est un antigène? Les antigènes de groupe sanguin érythrocytaire sont des substances qui sont présentes à la surface des globules rouges. Elles sont immunogéniques. Donc, les antigènes d'un groupe sanguin érythrocytaire sont des substances présentes à la surface des globules rouges de certains individus. Elles sont immunogènes. C'est quoi l'anticorps? L'anticorps, ce sont des agglutinines irrégulières qui se développent après introduction chez un récepteur des masses humaines porteuses d'un antigène qui est absent chez le receveur. Je répète, les anticorps sont des agglutinines irrégulières qui ne se développent qu'après introduction chez un receveur des masses humaines porteuses d'un antigène absent chez le receveur. Donc, ça va développer des anticorps. Alors, ces anticorps, ils sont élaborés par les lymphocytes maternels. Donc, en réponse à une stimulation antigénique, on va avoir deux types d'anticorps, comme vous le savez, les IgG et les IgM. Alors, ce n'est pas la peine que je vous parle de différents types de systèmes. Il y a le système AB0, le système K, le système Dufy, etc. Alors, mécanisme de l'immunisation. Comment se fait l'immunisation? Alors, le mécanisme immunitaire. Alors, il y a un mécanisme primaire. Ensuite, il y a un mécanisme secondaire. Mécanisme primaire. Lorsqu'il y a un premier contact avec l'antigène, lorsque les masses fœtales passent dans la circulation maternelle pour la première fois, donc après un premier contact avec l'antigène, l'anticorps apparaît après une phase de latence de 7 à 8 jours. Donc la première phase primaire. Le taux d'anticorps va augmenter et il atteint un maximum avant de décroître. Ça, c'est le mécanisme primaire. Alors, le mécanisme secondaire, s'il y a un deuxième contact, après, il y a une brève chute du taux d'anticorps, puis une remontée rapide. Et puis après, la décroissance est très lente. Pourquoi? Donc, ce sont ces taux d'anticorps qui vont, si vous voulez, développer des problèmes plus tard. Alors, quelles sont les étiologies de cette immunisation Rhésus? Comment se fait, quand est-ce que les hématies fœtales passent dans la circulation maternelle? Il y a d'abord au cours de la grossesse. Lorsqu'il y a des hémorragies pendant le premier trimestre de la grossesse, en début de grossesse, lorsqu'il y a un décollement du placenta ou autre accident, il y a un passage des masses fœtales dans la circulation. Pendant le premier trimestre, lorsqu'il y a un petit saignement, lorsqu'il y a un décollement, c'est un facteur favorisant pour que les hématies fœtales passent dans la circulation. Le deuxième facteur, c'est les fausses couches, les avortements provoqués, la grossesse extra-utérine. Donc, lorsqu'il y a une grossesse extra-utérine, un avortement provoqué, donc on favorise le passage des masses fœtales dans la circulation maternelle.
ou bien lorsqu'on fait une chirurgie abdominopelvienne, un cerclage par exemple, ou bien lorsqu'il y a un traumatisme abdominal, accident de la circulation, ou bien lorsqu'il y a une version par manœuvre externe ou interne. Donc, cela, ce sont des facteurs qui vont favoriser le passage des hématies fœtales dans la circulation maternelle. Donc, en cas d'accident de ce genre, voici les facteurs de risque de passage d'hématie fœtale. Donc, toute manœuvre obstétricale, accident, avortement, version par manœuvre, etc., ça provoque des décollements placentaires et ça va favoriser le passage des hématies fœtales dans la circulation maternelle. Quand la maman, bien sûr, est de résus négatif. Quand la maman est de résus positif, il n'y a pas de problème. Et enfin, le deuxième facteur de risque, c'est à l'accouchement. La femme donne naissance à un enfant de résus positif. Donc, il y a là aussi passage d'hématie fœtale lors de la délivrance, etc. Quelles sont les conséquences d'immunisation? Les conséquences de ce développement d'anticorps anti-RH, quelles sont les conséquences? Alors, lorsqu'il y a un passage d'hématie fœtale dans la circulation maternelle, il y a des conséquences, des complications que si les anticorps franchissent la barrière placentaire et sensibilisent les hématies fœtales. Donc, la maman qui a développé des anticorps anti-RH, anti-résus négatifs, donc lorsqu'il y a passage de ces anticorps dans la circulation fœtale, maternelle, lorsqu'il y a passage de ces hématies à travers la barrière placentaire, ils vont sensibiliser les hématies fœtales. Et donc, ils vont entraîner une destruction des hématies. Est-ce que le passage? Ah non. Non, il n'est pas spontané. Je veux dire toujours presque qu'il est provoqué. Mais une fois la femme sensibilisée, le risque, j'ai pas compris spontané, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'avortement, s'il n'y a pas de... C'est ça? Non, il y a un développement. Au début, il n'y a pas d'anticorps qui traversent lors de la première grossesse. Mais au bout de la deuxième, troisième, les anticorps vont traverser la barrière placentaire. Et ça va entraîner quoi? Une destruction des hématies qui se traduit par une anémie fœtale. Il y a une anémie fœtale. Il y a, puisqu'il y a une destruction des hématies, il y a une hypoxie. Et il y a une libération de la bilirubine à partir de l'hémoglobine. Et il y a une réaction des organes hématopoïétiques. Et on va aboutir à quoi? On va aboutir à une hépatomégalie et à une splénomégalie. Et bien sûr, à la naissance, un ictère néonatal. Voilà, donc si on fait un prélèvement sanguin chez le fœtus in utero, on va trouver une anémie. Et bien sûr, à l'échographie chez l'enfant, surtout au troisième trimestre, on va découvrir une hépatomégalie et une splénomégalie. Alors, l'examen de l'enfant
à la naissance de mère rhésus négatif immunisée. L'aspect clinique de maladie hémolytique du nouveau-né à la naissance. Comment il est l'enfant? Il présente une anémie normochrome et une érythroblastose. Une érythroblastose. Alors, il y a une anasarque phytoplacentaire. L'enfant est bouffi, il a un gros foie, une grosse rate et même une acide fœtale. Lorsque l'enfant est né vivant, il y a un ictère chez l'enfant. La bilirubine est élevée. Sinon, la conséquence ultérieure, c'est la mort fœtale in utero. L'enfant peut mourir in utero. Alors, à la naissance, l'enfant n'est pas jaune, n'est pas ictérique, mais il devient ictérique dans les 24 premières heures. Donc, l'ictère est de plus en plus franc et net que progressivement avec la croissance de la bilirubine. Lorsque la bilirubine dépasse 250 mg par litre, c'est un ictère nucléaire qui est franc. Très bien. Voilà donc les conséquences. Le problème de l'isoimmunisation rhésus, ce sont les conséquences fœtales. La première grossesse, elle peut échapper avec un enfant vivant, mais lorsque les anticorps sont gardés en mémoire par les lymphocytes, lors de la prochaine grossesse, il y a un passage des anticorps qui vont entraîner une destruction des hémocytes fœtales qui vont se caractériser, donc, comme j'ai dit, par une anémie, une érythroblastose, un gros foie et une grosse rate, et aussi destruction des organes hématopoïétiques. L'enfant à la naissance, il va naître avec un ictère. Il va naître plutôt sain dans les 24 premières heures et puis l'ictère apparaît 24 heures après. Cet ictère est de plus en plus franc et intense avec l'augmentation du taux d'hémoglobine qui arrive jusqu'à 250. Une fois 250, l'ictère nucléaire peut apparaître. L'enfant aussi présentera une anasarque. Un anasarque, ça veut dire que c'est un enfant qui est bouffi, avec un gros foie, une grosse rate et une acide fœtale. L'enfant on peut aboutir à une mort fœtale in utero. Très bien. On va passer maintenant au dépistage. Comment dépister une atteinte fœtale in utero? Comment dépister une isoimmunisation rhésus? Depuis, oui. Oh, je ne sais pas parce que je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire. Mais de toute façon, comme on sait que c'est un enfant de mère rhésus négatif et de père rhésus positif, on sait qu'il y a un risque d'hématie fœtale, un risque plutôt d'isoimmunisation, un risque d'ictère. Donc, on surveille depuis la naissance jusqu'au jour qui suit. Alors, le phénomène physiopathologique, pourquoi il n'apparaît pas juste à la naissance? Non, je ne sais pas. Mais ça fait partie de la surveillance. Donc, la surveillance, c'est le dosage de la bilirubine, bien sûr. C'est à la naissance, on dose la bilirubine sur le cordon. Et puis, chaque 24 heures ou même moins des fois, on fait le dosage pour éviter d'aboutir jusqu'à un ictère nucléaire. Là, la nasarque. Ah oui?
Non, l'enfant naît avec la Nazareth. L'enfant est né avec la Nazareth, oui. Et l'ictère, ce n'est qu'après la naissance qu'il apparaît. La Nazareth s'installe in utero, mais l'ictère après la naissance. Le mécanisme, il y a une hypersplanchnie, il y a une augmentation de tous les volumes, des volumes des organes hématopoïétiques. Donc, il y a une augmentation des différents volumes hématopoïétiques, et donc il y a une sécrétion. Je ne peux pas l'expliquer, c'est surtout en rapport avec le gros foie et la grosse rate. Hypersplanchnie, on appelle ça. Bon, alors, allez, surveillance d'une grossesse des femmes enceintes immunisées. Alors, le premier élément de surveillance, c'est le groupage et le résus de toutes les femmes enceintes avant la conception ou bien pendant la conception. Donc, il faut faire un groupage résus à toutes les femmes, bien sûr au couple, sont censés être connus, groupage résus. Et s'il y a un doute, on fait le phénotypage grand D ou bien grand C ou bien grand E. Pourquoi le phénotypage? Parce qu'il y a des isoimisations dans les sous-groupes. Mais dans le groupe résus grand D, lorsque le mari est homozygote grand D, et la femme résus négatif petit d, tous les enfants seront de quel résus? Tous les enfants. Comment ils seront les enfants? Ils ont dit positif? Positif, ouais. Ouais, tout à fait. Tous les enfants seront de résus positif. Donc on a grand D, petit d, les 4 éléments. Lorsque le mari est hétérozygote, grand D, petit d. Qu'est-ce qu'on va avoir comme groupe chez les enfants? On va avoir 50% positif et 50% négatif. Donc, un couple qui est marié, le mari est hétérozygote et la femme, bien sûr, homozygote, la femme, petit d. Donc, le risque d'une immunisation est faible, il est inférieur à un couple dont le mari est homozygote, grand D. Donc, une femme moi j'ai connu des femmes qui ont fait 7 grossesses, elles n'ont jamais été immunisées parce que tous les enfants qui étaient nés étaient des résus négatifs. Donc, le problème se pose lorsque l'enfant est des résus positifs. Très bien, on continue. Première surveillance, donc c'est le groupage du couple et le phénotypage aussi du couple. Lorsque le mari, maintenant, est résus négatif et la femme de résus négatif, est-ce qu'il y a un problème à la naissance? Le résus des enfants sera négatif. Hein? Très bien. Allez, le premier élément de surveillance, c'est le groupage résus avec phénotypage du couple. Deuxième moyen de surveillance. Comment dépister un résus négatif, plutôt une isoimmunisation négative. Dès le début de la grossesse, il faut faire un dosage des agglutinines irrégulières. Un dosage des agglutinines irrégulières. Dosage donc des agglutinines irrégulières.
il faut les doser tous les mois. Si elles sont négatives, il n'y a pas de problème, tant mieux. Si elles deviennent positives, on passe à un autre examen plus sûr. Il faut faire un titrage des anticorps. Donc, troisième examen, groupage. Deuxième examen, dosage des agglutines irrégulières. Si elles sont négatives, abstention. Si elles sont positives, on passe au titrage, faire un titre des anticorps qu'on appelle le test de Coombs indirect. Test de Coombs indirect, C-O-O-M-B-S. Test de Coombs indirect, qui sera réalisé sur le sang maternel tous les 15 jours à partir du 5e mois. Donc, vous faites à partir du 5e mois, on fait un test de Coombs indirect tous les 15 jours à partir du 5e mois, puis toutes les semaines à partir du 8e mois. Alors, si le titrage, le taux d'anticorps titrage est inférieur à 1/16e 1 sur 16, il n'y a pas d'atteinte fœtale. S'il est supérieur à 1/16, il y a probablement une atteinte fœtale et il faut passer à un autre examen. Donc, si le test de Coombs, le taux est inférieur à 1/16e, pas de problème. S'il est supérieur, il faut alors approfondir le dépistage et passer un examen encore plus sensible, qui est le dosage pondéral, P-O-N-D-E-R-A-L, dosage pondéral des anticorps. Alors ce test-là, le dosage pondéral des anticorps, il est 50 fois plus sensible que le test de Coombs. Alors quand est-ce qu'il faut demander? Comme je viens de le dire, il faut demander le dosage pondéral des anticorps lorsque le test de Coombs est supérieur à 1/16e. Alors, comment interpréter le dosage pondéral? Le dosage pondéral, il est donné en microgrammes par millilitre. Si le dosage des anticorps, dosage pondéral d'anticorps est inférieur à 1 microgramme par millilitre, il permet d'éliminer une atteinte fœtale. Donc, c'est le 4e examen, dosage pondéral des anticorps. Inférieur à 1 milligramme, on est sûr. Voilà. Alors, un autre examen, c'est la ponction du liquide amniotique. Madame? Ah oui? Est-ce qu'on fait tout ça chez nous? Oui, on fait tout ça, oui. Le test de Coombs, la recherche des agglutinines et même le taux d'anticorps, le dosage pondéral des anticorps, il se fait. Bon, c'est vrai qu'à Batna, on ne le fait pas, mais à Constantine, à Alger, ça se fait. Ce n'est pas du tout une difficulté. C'est une machine maintenant. Pour le dosage pondéral plus précis, pourquoi on passe par ces étapes? Ben, écoutez, vous savez, c'est des tests d'abord qui ne sont pas coûteux, qui sont faciles. D'accord? Un dosage, plutôt un groupage résulte chez la mère. Si la maman est positive et le père est positif, on ne va pas faire tous ces dosages. Donc, vous n'allez pas prendre toutes les femmes, on va leur faire que le dosage pondéral. Déjà, avec le groupage, on élimine une bonne partie des femmes qui ne nécessitent pas une surveillance. Si la femme est de résus négatif
et que le mari est de résus négatif, déjà, on va éliminer les autres examens, test de Coombs, etc. Donc, il faut jamais aller, c'est comme les tumeurs d'ovaire, quand il y a une femme qui a une tumeur d'ovaire, on ne va pas aller directement faire une IRM. On commence d'abord, on commence par les examens les moins coûteux qui peuvent nous aider, et puis après, si on a des problèmes, on passe aux examens les plus sensibles et les plus chers. Alors, un autre examen maintenant, c'est l'étude du liquide amniotique. Alors, lorsque le dosage pondéral est supérieur à 1 mg par millilitre, donc on passe à un examen encore plus performant, c'est l'étude du liquide amniotique à la recherche de la bilirubine dans le liquide amniotique. Donc, dosage de la bilirubine dans le liquide amniotique. L'amniosynthèse, la ponction du liquide amniotique. Donc, c'est un examen aussi précis puisque on va chercher directement dans le liquide la présence de bilirubine. Donc, s'il y a de la bilirubine en fonction du taux, donc c'est surtout cette amniosynthèse. On ne va pas la faire au 5e mois ou au 6e mois ou au 7e mois. L'amniosynthèse ne peut être faite qu'à partir du 8e, 9e mois, à partir de 32, 33 semaines. Alors, puisque c'est des enfants qui sont atteints, généralement, donc on va discuter si il faut faire une extraction fœtale ou pas. Parce que s'il y a une atteinte fœtale et que l'enfant est à 5 mois, 6 mois, on ne peut pas le tirer. Donc, on va faire une autre exploration. On va faire ce qu'on appelle une étude du bien-être fœtal. On va voir si l'enfant, à l'intérieur de l'utérus, est encore bien, il n'est pas encore très altéré. Et on va faire un score de Manning. Un score de Manning, comme j'ai dit hier, M-A-2-N-I-N-G. Le score de Manning, qu'est-ce qu'il va étudier? On va étudier le bien-être fœtal, on va étudier les mouvements actifs fœtaux, les mouvements fœtaux, le tonus fœtal, lorsqu'il y a les mouvements de flexion et d'extension du membre. Donc, et les mouvements fœtaux, c'est les mouvements de tout le corps. Ensuite, on étudie les mouvements respiratoires de l'enfant. Ensuite, on va étudier l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal. Et ensuite, on étudie à l'échographie la quantité du liquide amniotique. Et on fait une addition de tous ces paramètres pour donner un score. Le score de Manning est dit normal lorsqu'il est supérieur à 6. S'il est inférieur à 6, c'est qu'il y a une souffrance fœtale. Voilà pour le score de Manning. Ensuite, il y a d'autres études, d'autres éléments de surveillance. C'est l'échographie tout court. Alors, non, avant l'échographie, fœtale. Parce que notre problème, lorsque l'enfant est atteint, l'objectif, c'est de tirer l'enfant de l'utérus pour le sauver. Parce que si on le laisse, il va évoluer vers l'hépatosplénomégalie, la suite vers la nasarque. Donc, si on va faire, donc on va calculer la maturité pulmonaire. Donc, un autre examen, recherche de la maturité pulmonaire. La maturité pulmonaire, se fait par ponction du liquide amniotique et on fait l'analyse du rapport lécithine sur sphingomyéline, L sur S, pour rechercher la maturité pulmonaire, pour voir si l'enfant est mature
ou pas. Donc, s'il est mature, on le tire. S'il n'est pas mature, on le laisse. Donc, on fait le rapport L sur S, décitine plus 5 myéline. Si le rapport L sur S est supérieur à 2, ça veut dire que l'enfant est mature. Donc, d'extraire l'enfant si jamais il y a une atteinte. S'il n'est pas mature, il y a autre chose à faire. On va voir tout à l'heure. Voilà. Donc, recherche de maturité pulmonaire fœtale. Maintenant, à l'échographie, il y a des éléments en faveur, des éléments échographiques en faveur de l'atteinte fœtale. Donc, chez un enfant chez qui on suspecte une isoimmunisation résus, il faut faire une échographie. Elle est d'un grand apport pour la surveillance de ces grossesses. Donc, on va, à partir du 6e, 7e mois, on va mesurer l'épaisseur placentaire. Normalement, le placenta chez une femme normale, une grossesse normale, il est inférieur à 4 cm. Lorsqu'il y a une atteinte fœtale par isoimmunisation, le placenta est gros. Il est supérieur à 4 cm. Donc, une épaisseur placentaire excessive oriente vers une isoimmunisation. Deuxième élément de diagnostic, le diamètre de la veine ombilicale. La mesure du diamètre de la veine ombilicale, lorsqu'il est supérieur à 8 mm, ça veut dire qu'il y a probablement une atteinte. Et en plus, l'échographie, elle permet de faire l'échographie fœtale à la recherche d'épanchement, des signes graves, épanchement de toutes les séreuses. Alors, et l'échographie, enfin, elle permet de faire une ponction au niveau du cordon, une ponction du sang fœtal, une PSF. Donc, on fait une ponction du sang fœtal pour faire une formule sanguine. Donc, on fait un prélèvement sanguin au niveau du cordon et on fait une formule. Et si on trouve qu'il y a une anémie fœtale, c'est la complication de la destruction des hémocytes par les anticorps. Donc, s'il y a une destruction, on peut proposer, avec la même aiguille qui est dans le niveau du cordon, on peut proposer des transfusions unitéro pour corriger l'anémie. Voilà. Donc, la ponction du sang fœtal, elle permet non seulement de faire le groupage de l'enfant, pour voir, on fait le groupage et la formule, pardon, donc je n'ai pas dit groupage. Donc, on fait la fonction du sang fœtal, elle permet de faire le groupage et la formule. Le groupage, c'est pour confirmer le résus, positif ou négatif, et la formule, c'est pour voir le degré d'anémie pour une éventuelle transfusion sanguine. Unitéro, hein? À partir de combien de semaines? Hey. À partir du 5e mois. Parce qu'avant, on ne peut pas, parce que l'isoimmunisation, les signes cliniques et radiologiques sont pas fiables à partir de la 20e semaine. Moins de 20 semaines, les signes cliniques et radiologiques ne sont pas très sensibles. Par contre, moins de 20 semaines, on a d'autres moyens. C'est le dosage des agglutinines, le test de Coombs, c'est le dosage des anticorps, le dosage pondéral des anticorps. Mais avant 20 semaines, d'ailleurs, il y a rarement une atteinte fœtale avant 20 semaines. On ne la voit pas. Donc, et la myosynthèse, la ponction du liquide amniotique et du cordon, c'est à partir de la 25e et la 28e semaine. On ne fait pas de ponction avant 25-28. C'est bon? Il n'y a pas de questions?
Donc, la fonction du cordon, elle est intéressante. Elle permet donc de faire une formule, de voir le taux d'hémoglobine, d'hématocrite et de groupage de l'enfant. Elle permet de faire le diagnostic d'une isonisation et elle permet également, éventuellement, de faire un traitement, soit une transfusion, soit une exsanguinotransfusion in utero. Alors maintenant, on a terminé avec cette surveillance. Donc, si je répète la surveillance, on commence par le groupage de la mère, groupage Rhésus, et le groupage du père. Donc, en fonction de la compatibilité et des groupages et des Rhésus, on va continuer la surveillance. Et la première surveillance, c'est le dosage, la recherche des agglutinin irrégulières. Si elles sont présentes, on va faire le titrage des anticorps, le test de Coombs indirect. Lorsqu'il est inférieur à un 16e, il n'y a pas d'atteinte. Lorsqu'il est supérieur à un 16e, il y a probablement atteinte. Donc, pour confirmer, nous sommes obligés d'être plus précis et faire un dosage pondéral des anticorps. Le dosage des anticorps pondéral doit être inférieur à 1 mg par millilitre. S'il est supérieur à 1 mg par millilitre, il y a probablement atteinte fœtale. Donc, on va passer un élément plus encore pour confirmer cette atteinte. Et les autres examens, c'est bien sûr le score de Manning, l'échographie, la fonction du liquide amniotique et la fonction du cordon. Tous ces éléments, ils permettent de contrôler le degré d'atteinte et éventuellement la fonction du cordon pour chercher le groupage de l'enfant et le degré d'anémie et éventuellement une transfusion. C'est bon? Alors, maintenant, le traitement et prévention. Après la naissance, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'il n'y a pas une anémie majeure chez l'enfant, le risque de l'enfant est l'hyperbilirubinémie, augmentation de la bilirubine. Alors, lorsque la bilirubine, la surveillance de la bilirubine sera quotidienne ou biquotidienne. Si la bilirubine dépasse 200 mg, il y a un risque d'ictère nucléaire. Donc, on peut commencer le traitement par une photothérapie. Et si la croissance est rapide et importante, il faut faire une exsanguinotransfusion dehors, pas in utero, lorsque la bilirubine est supérieure à 200. Donc, exsanguinotransfusion lorsque l'ictère est franc et la bilirubine est supérieure à 200 mg par litre. Alors, l'interruption de la grossesse, plutôt l'exsanguinotransfusion, elle sera faite avec du sang chez l'enfant, Rhésus négatif. L'enfant est positif, on va lui donner du sang Rhésus négatif. C'est un sang qui normalement qui est déplaquetté, on lui enlève les plaquettes, et irradié. C'est un sang spécial. Alors, en cas d'atteinte fœtale in utero, il faut interrompre la grossesse dès que la maturité fœtale est acquise. Donc, on fait une amniosynthèse et on fait le rapport L sur S de maturité. Si le rapport L sur S est supérieur à 2, on peut extraire l'enfant et continuer le traitement
en extra-utérin. Donc, comment faire l'interruption de grossesse? Soit par césarienne, soit par déclenchement, si le corps est favorable. Voilà, il faut extraire l'enfant pour le traiter à l'extérieur. Comment on fait l'exsanguinotransfusion? Donc, on fait un cathétérisme de la veine ombilicale et on va utiliser un son résus négatif, comme je dis, qui n'a pas de leucocytes, qui n'a pas de plaquettes, qui est irradié. Donc, pour corriger l'anémie fœtale. Alors, cette méthode de correction de l'anémie peut être refaite à peu près dans les 10 à 15 jours. Maintenant, les méthodes prophylactiques de la maladie de l'iso-immunisation. Chez la femme qui n'est pas immunisée, il faut faire à la naissance, dans les 72 heures, ne pas dépasser 72 heures, hein, il faut faire une injection de gamma-globuline anti-D, juste après l'accouchement d'un enfant de rhésus positif. Donc, là où la femme va développer des anticorps. Donc, il faut faire une injection de gamma-globuline anti-D dans les 72 heures. Si maintenant on a dépassé les 72 heures, l'efficacité n'est pas garantie. Donc cette injection sera faite chez toutes les femmes de rhésus négatif, quel que soit le groupe de son mari. Quel que soit le groupe de son mari, et si l'enfant est de rhésus positif, bien sûr. Alors, une fois l'injection faite, il faut contrôler l'efficacité de cette injection par un test de Combs sensibilisé. Il faut contrôler. Alors, maintenant, que faire chez une femme qui est fortement immunisée? Que faire chez une femme qui est immunisée et qui ne peut plus avoir d'enfants? Parce que tous les enfants, quand le mari est de rhésus positif, tous les enfants vont être de rhésus positif, homozygotes. Donc, comment faire pour avoir des enfants? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez? Quand on fait in vitro. Avec un homme, avec quoi? Avec le sperme d'un autre homme de rhésus négatif. Ben oui. Oui. Bien sûr. Tu ne peux pas faire une fécondation in vitro avec son mari. Parce que son mari il est positif. Donc ça va développer les mêmes problèmes. Parce que l'enfant va être positif. Hein? Ça sera donc une insémination avec un donneur de rhésus négatif. Tu veux? Ah? J'en connais beaucoup qui ont fait ça. Comment voulez-vous une femme qui ne savait pas qu'elle était négative? Parce que ça arrive. Les femmes viennent accoucher pour la première fois et n'ont pas fait un bilan. Donc elle accouche d'un enfant. La première fois, elle accouche d'un enfant de rhésus positif et n'a pas fait son vaccin, sa séroprotection anti-D. Elle accouche, elle ne sait pas. Mais elle ne sait pas qu'elle a développé des anticorps qui vont garder en mémoire et qui vont agir lors de la prochaine grossesse. Elle ne sait pas. Et lors de la prochaine grossesse,
elle aboutit à un enfant avec un hasard qu'avec mort in utero. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc. Donc, pour pouvoir faire une grossesse, il faut utiliser un sperme d'un père de rhésus négatif. C'est fini pour le père rhésus positif. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est une solution. Il faut faire une insémination artificielle avec le sperme d'un donneur rhésus négatif. Sinon, elle change de mari et elle va avoir un mari rhésus négatif. Allez les enfants, j'ai terminé avec vous. Qu'est-ce qu'elle a dit? Non. Souad, voilà. Attention. Ah, d'accord. Elle a dit la divorce. Voilà. Voilà. Ou ça y est. Allez-y. Il n'y a pas de questions? Non. Vous savez, c'est un problème qui peut être réglé facilement. Donc, pour éviter ce problème, il faut que toutes les femmes, les jeunes filles d'abord, les jeunes filles doivent connaître leur groupage, leur rhésus et leur phénotype. La même chose pour les garçons aussi. Une jeune fille de rhésus négatif peut épouser facilement un garçon de rhésus positif. Seulement, qu'ils sont avertis à la naissance de leur premier enfant, il faut faire un groupage et un rhésus. Si l'enfant est de rhésus négatif, tant mieux, on ne fait rien. Si l'enfant est de rhésus positif, on fait une injection de gamma-globuline anti-D. Et le problème est réglé. Et à chaque naissance, femme porteuse. Est-ce que la femme porteuse va régler le problème? Vous dites femme porteuse, quel groupe? Négatif. Oui, mais, une femme porteuse positive ou négative? Il faut que la femme porteuse soit négative. Si elle est positive, c'est pas possible. Alors, pourquoi aller chercher une femme porteuse qui va poser le même problème? Parce que vous allez lui donner un embryon qui a été fait par le père et la mère biologique, et vous allez le placer dans une mère de rhésus négatif. Après, ça va poser le problème de le donner. Est-ce qu'elle va vous le donner, l'enfant? Ça pose des problèmes, etc. Pourquoi? Ou bien, écoutez, mère porteuse, c'est plus compliqué quand même qu'un donneur. Il vaut mieux un donneur, au moins, enfin, c'est... Quoi? Oh, les donneurs, non. Les donneurs, en c'est tellement hypocrite, c'est tellement caché que les gens n'acceptent pas. Parce que ici, tout le monde va raconter que le mari a utilisé le sperme de quelqu'un et ça va faire du bruit. Mais généralement, on ne connaît pas. Pour être un donneur de sperme, il faut d'abord être en bonne santé. Il faut avoir au moins 2 enfants, celui qui donne. Il doit avoir au moins 2 enfants. Il doit garder l'anonymat, parce le laboratoire prend, mais il ne sait pas quel est le sperme qu'il a donné. Une fois, le laboratoire, il porte un numéro, et on ne donne pas le numéro au donneur. Donc, c'est gratuit. Il faut qu'il soit en bonne santé. Il ne doit pas avoir une tare génétique. Et en Amérique, comme les Américains sont pervers, ils sont bizarres, il y a certaines femmes
qui choisissent le sperme de quelqu'un qu'elles voudraient. Un homme, un génie, un beau gosse, etc., etc. Et donc, là, c'est interdit aussi. Mais en Amérique, tout est possible avec l'argent. Donc, elles choisissent le sperme de quelqu'un qui est l'idéal, quoi, etc. Allez, bonne journée. Est-ce que c'est la seule solution? Est-ce que C'est la seule solution. vous savez, une femme qui est fortement immunisée, on peut interrompre la grossesse avant l'atteinte fœtale. Mais si on attend jusqu'à 30 semaines, l'enfant sûrement sera très atteint et très difficile de le sauver. Si on fait une interruption avant l'atteinte importante, c'est-à-dire 22-23 semaines, c'est très difficile à faire vivre après. Donc, il n'y a pas d'autre solution. J'ai dit qu'on peut traiter in utero, on peut faire des exsanguinotransfusions in utero, etc. Mais les résultats ne sont pas très forts. Hein. Est-ce que les femmes de résine négative reçoivent un anti-P? Même si on a fait un dopage in utero retrouvé positif, eux aussi. Je n'ai pas compris. Un retrouvé négatif. Attendez, laisse-moi lire. Est-ce que la femme de résus négatif reçoit un anti-D? Oui, oui, j'ai compris sa question. Alors, la question, Jack, vous me dites si c'est ça ou pas. Est-ce qu'une femme qui est enceinte, qui a fait son vaccin, son sérum anti-D lors de la grossesse, et puis maintenant, elle est enceinte et elle saigne, est-ce qu'elle doit faire l'anti-D? Oui, elle doit faire l'anti-D. C'est ça la question? C'est ça la question? Une femme qui a reçu l'anti-D et qui maintenant saigne. Ouais. Non, elle ne fait pas d'anti-D. Oui, quand l'enfant est reçu négatif in utero. La maman est négative et le résus est négatif. On ne fait pas d'anti-D. La maman résus négatif et l'enfant de résus négatif, on ne fait pas d'anti-D. On fait l'anti-D lorsque la maman est de résus négatif et l'enfant de résus positif. Le groupage de l'enfant, il est fait à la naissance. D'accord, il n'y a pas de questions? Il n'y a pas de questions, les étudiants? Attendez-moi, peut-être que je vais faire l'hypertension. Peut-être, hein? Allez, pas de questions, on passe à la prochaine question. Maintenant, je vais vous dire un petit mot sur l'HTA gravidique. L'HTA gravidique, c'est lorsque, alors normalement chez la femme enceinte, la tension artérielle est basse, elle est diminuée, parce que il y a une vasodilatation et une augmentation du volume plasmatique, donc la tension elle est basse. C'est pour cela que les chiffres de l'hypertension artérielle chez la femme enceinte ne sont pas les mêmes que chez le sujet adulte en dehors de la grossesse. Pendant la grossesse, à partir de 14, 8,5, on parle d'HTA gravidique. Et si une femme a plus, la tension artérielle chez la femme enceinte est supérieure à 15-10, il faut l'hospitaliser. Allez, maintenant, il arrive. Alors,
Alors, je vous donne une classification. Il y a 4 classifications de l'hypertension artérielle gravidique. Il y a la toxémie gravidique pure. Toxémie gravidique pure qui survient chez une femme enceinte au 3e trimestre et qui est souvent associée à des œdèmes, une protéinurie supérieure à 0,3 g par litre, à 3 g par litre, protéinurie, œdème et HTA au 3e trimestre. Ça s'appelle la toxémie gravidique pure ou bien toxémie de type 1. Si maintenant, le type 2 maintenant, c'est une hypertension artérielle chronique qui survient qui est chez une femme enceinte, HTA chronique. On appelle ça l'HTA type 2. Le type 3, c'est une HTA chronique, mais associée à des œdèmes de la protéinurie. Et l'hypertension artérielle type 4, c'est une hypertension qui survient à chaque grossesse. Elle disparaît après la grossesse et elle revient après la grossesse. Pourquoi il y a une hypertension maintenant? Physiopathologie. Pourquoi il y a une hypertension artérielle chez la femme enceinte? Alors, on a trouvé plusieurs étiologies. On a remarqué que l'hypertension artérielle survient dans certains contextes, tels que la primie, parce que son utérus est petit, ou bien chez les grossesses gemellaires, les macrosomes, parce que les vaisseaux utérins sont comprimés, ou bien aussi, mais la principale cause de l'hypertension artérielle gravidique, c'est lorsqu'il y a une diminution des échanges entre le placenta et l'utérus et la mère. On appelle ça une ischémie utéroplacentaire. Donc l'ischémie utéroplacentaire, c'est la principale cause de l'HTA gravidique. Principale cause. Comme je n'ai pas de temps, je suis désolé, peut-être que surtout c'est votre dernier jour. Quelles sont les complications de l'HTA gravidique? Il y a les complications fœtales, les complications maternelles. Il y a l'hypertension artérielle gravidique, et plutôt les complications maternelles et les complications fœtales. Les complications fœtales, c'est le retard de croissance intra-utérin et c'est la mort in utero. Les complications maternelles, elle peut évoluer vers une crise d'éclampsie, elle peut évoluer vers un œdème aigu du poumon, elle peut évoluer vers un HELP syndrome, c'est-à-dire une HTA compliquée de troubles de la coagulation. Alors, la conduite à tenir devant une HTA gravidique, surtout, ne pas donner des diurétiques. Parce que la femme enceinte, elle se présente dans un tableau d'HTA gravidique, c'est un tableau d'hypovolémie. Donc, si on donne des diurétiques, on va aggraver l'hypovolémie. Par contre, on peut donner des antihypertenseurs. Alors, les antihypertenseurs sont contre-indiqués des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Il ne faut pas les donner. Par contre, tous les autres antihypertenseurs à action centrale, comme l'aldomètre, l'alpha-méthyldopa, ou bien la clonidine à action périphérique, ou bien les bêta-bloquants, ou bien les inhibiteurs calciques. Tous ces antihypertenseurs peuvent être donnés. Voilà. Et maintenant, le traitement préventif. Pour éviter une HTA gravidique, on peut donner de l'aspirine à 100 mg dès le début de la grossesse. Aspirine dès le début de la grossesse. D'accord?
Alors, ce qu'il faut garder en tête, lorsqu'on a une HTA gravidique, le meilleur traitement, c'est arrêter la grossesse. Bien sûr, lorsque la vie de la mère est en danger, on interrompt la grossesse à n'importe quel âge. Sinon, il faut interrompre la grossesse dès qu'il y a maturité fœtale, 34-35 semaines, si le risque maternel est mis en jeu. Rappelez-vous bien que l'HTA gravidique, c'est une maladie liée à la grossesse et qu'on ne peut la traiter efficacement que par l'interruption de la grossesse. Voilà. Merci.